Out! Everyone out! Now! Run, you stupid bastard! It's going to explode! Munich, 1958. 23 victimes, dont certains des meilleurs athlètes de la planète. On avait un succès fou. On ne pouvait pas demander meilleur équipage pour transporter l'équipe de Manchester United. L'équipage n'avait pas dégivré les ailes. J'ai cru que j'étais mort. Un homme est blâmé pour la tragédie. C'est un terrible fardeau à porter. Ça l'a anéanti. Il redoublera d'efforts pour se disculper pendant plus d'une décennie. Deux nations se mesureront dans une âpre lutte pour faire la lumière sur l'une des plus horribles tragédies de l'histoire du sport. « 6 février 1958. Aéroport de Munich, Allemagne de l'Ouest. Un pilote britannique s'apprête à ramener des passagers hors du commun au bercail. L'équipe de soccer Manchester United. Dans les années 50, ce sont les athlètes les plus célèbres du monde. Everyone in the huge Wembley crowd, from the Queen to the oldest fan, is tense with excitement. Manchester United était l'équipe sportive la plus célèbre que ce pays avait connue. Je me suis joint à l'équipe en décembre 1957. Harry Gregg est le gardien de but étoile de l'équipe. On est monté à bord de l'avion, c'était un vol nolisé. On avait un succès fou. Après avoir disputé un match important en Yougoslavie, l'équipe a atteint la demi-finale de la prestigieuse Coupe d'Europe. L'avion devait faire escale à Munich parce qu'il n'avait pas suffisamment d'autonomie pour faire le trajet Belgrade-Manchester sans se ravitailler en carburant. Les 21 joueurs et membres du personnel voyagent avec Fast. Ils montent à bord d'un Airspeed Ambassador de la compagnie British European Airways, un luxueux bimoteur également surnommé Elizabethan. Le commandant James Stain a 36 ans. C'est un ancien pilote de la Royal Air Force aux états de service irréprochables. C'était un homme remarquable, honnête et respectable. Il avait une personnalité très forte. Le temps avait été maussade toute la journée. Après une chute de neige en matinée, la température avait grimpé juste au-dessus du point de congélation. Tandis que le commandant Tain termine sa préparation pour le vol, les jeunes athlètes s'installent confortablement pour rentrer au bercail. Leur directeur gérant Matt Busby avait la réputation de choisir de jeunes joueurs au sein de son équipe, ce qui leur valait le surnom de Busby Babes ou les bébés de Busby. C'était une équipe merveilleuse. Je suis fier d'en avoir fait partie. 11 journalistes sportifs bien connus du Royaume-Uni accompagnent l'équipe. Ils sont impatients de relater le dernier exploit des joueurs. Quelques Yougoslaves sont également à bord, à destination de l'Angleterre. L'avion compte 38 passagers. How's she looking out there? Oh, snow build-up's minimal. No need to sweep. Take us home. Happily. Le copilote Kenneth Raymond, 38 ans, est un as de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Il est également commandant à bord des avions Elizabethan. En fait, il a plus d'ancienneté que James Stain au sein de la compagnie. C'étaient deux pilotes très expérimentés. On ne pouvait pas demander un meilleur équipage pour transporter l'équipe de Manchester United.
C'étaient de bons amis. Ils étaient tous les deux commandants et ils volaient très souvent ensemble. Raymond et Tain ont décidé d'échanger leur siège pour ce vol. Port and starboard fuel cocks on, crossfeed off. Voilà qui enfreint le règlement de la compagnie. Le commandant doit toujours s'asseoir dans le siège de gauche, mais cette règle est fréquemment ignorée. Port and starboard levers 1 inch open. Throttles, port and starboard levers, 1 inch open. Carb air, port and starboard ram. Carb air, port and starboard wrap. Ignition boost switches off. Ignition boost switches off. Munich, 609 Zulu uniform. I am ready to take off. Beeline 609, your clearance expires at 3-1. Time now is 3-0. Cleared for takeoff. Right turn out. Thank you. Rolling. Sous une neige fine, avec une température avoisinant le point de congélation, Tain et Raymond amorcent leur décollage. Full power. Full power. Je lisais un bouquin qu'un gars m'avait prêté. L'avion s'était lancé sur la piste et j'ai jeté un coup d'œil par le hublot. Tout allait bien. Temperatures and pressures okay. 90. La vitesse de décollage prévue est de 119 nœuds. Abandon takeoff. Tout à coup, j'ai vu les roues se bloquer et se débloquer. Et l'avion s'est mis à déraper pour finalement s'arrêter légèrement de côté. Sorry about that. Engine fluctuating. 609, we are abandoning the takeoff. Tower, please say again. We are abandoning the takeoff. May we backtrack? Over. Engine boosting. I would think so, yes. Une suralimentation s'est produite. Ça arrivait avec ce type de moteur, un Bristol Centaurus, sur ce modèle d'avion. Il était sujet à ce genre de problème, surtout dans les aéroports situés à haute altitude. La poussée était parfois trop rapide. 609, clear to backtrack. L'appareil retourne au seuil de la piste pour une deuxième tentative de décollage. Je peux honnêtement dire que je n'étais pas très perturbé. C'était seulement une autre aventure pour un jeune homme. Et à ce moment-là, je n'avais pas peur de l'avion. Munich 609 Zulu uniform. When we get to the end of the runway, I should like to take off again. Is the clearance still valid? 609, your clearance is still valid. Ladies and gentlemen, we apologize, but we are heading back to try again. On a recommencé. Ils ont fait tourner les moteurs, comme d'habitude, et on a levé l'ancre. J'étais plus attentif cette fois. Un peu plus loin sur la piste, exactement la même chose s'est produite. Cette fois, c'est James Tain qui a interrompu le décollage. Encore une fois, quand je croyais qu'on allait s'envoler, j'ai vu les roues se bloquer, se débloquer, se bloquer. On s'est arrêté. The Munich 609 Zulu uniform. We are abandoning this takeoff as well. Roger. Clear to backtrack. Le pilote nous a dit... Sorry for that. We have a technical fault that we're now looking into. We're returning to the terminal for further checks. Nothing to be alarmed about, and we Hope to have you airborne shortly. Don't stray too far, boys. On est retourné dans l'aérogare. Et tout le monde est allé au bar. Bill Black, l'ingénieur de la tour de contrôle, s'est précipité pour aller voir ce qui se passait. Il est entré dans le poste de pilotage en leur demandant ce qui les empêchait de décoller. We've been getting a boost surge in the port engine. Up past 60 last time.
On leur a expliqué que c'était un problème assez fréquent à Munich avec les appareils Elisabethan en raison de l'altitude de l'aéroport et que ça n'avait rien d'inquiétant. Si ça se reproduisait au moment de mettre les gaz, on leur a conseillé de ramener légèrement le moteur en question, d'en réduire la poussée et de remettre la pleine puissance plus lentement. Passengers for BEA 609, please proceed to the tarmac. Les passagers ont quitté l'avion et en l'espace de 5 minutes, ils remontaient à bord. Ils étaient surpris d'embarquer si vite après 2 tentatives ratées de décollage. Si quelqu'un avait dit « c'est de la folie, on ne remonte pas », la plupart d'entre nous auraient été d'accord. Mais la nature humaine est ainsi faite, qui est assez courageux pour s'exprimer. Qui ose avouer qu'il a peur? À l'aéroport de Munich, le vol 609 de BEA se prépare pour une 3e tentative de décollage. L'avion qui transporte l'équipe de soccer Manchester United attire l'attention des gens qui se trouvent dans l'aérogare. Il ne faut pas oublier que c'étaient les Busby Babes, des gars qui riaient et s'amusaient sans cesse. Mais là, ils étaient silencieux. La tension était palpable. Le petit Johnny Berry a dit « On va tous crever ici ». Et Whelan a répondu « Si ça arrive, je suis prêt ». À ce moment-là, j'ai dénoué ma cravate. Ignition boost switches off. Ignition boost switches off. Wings still look good. No need to de-ice. Munich Tower, B-line 609 Zulu. Uniform, I'm ready to taxi, over. B-line 609, your clearance void, if not airborne, by 04, time now 02. Roger, understand. Valid till 04. Le commandant Tain ne dispose que de 2 minutes pour procéder au décollage. Si cette 3e tentative n'est pas fructueuse, ces célèbres passagers seront retenus à Munich. Munich 609 Zulu uniform is ready for takeoff. Roger. La piste mesure plus de 1900 mètres de long. Même si les pilotes prévoient une accélération plus graduelle, l'appareil devrait s'envoler à 1200 mètres du seuil. Pour la 3e fois ce jour-là, ils ont placé leur avion dans l'axe de piste. Ils ont demandé l'autorisation de décoller et ils se sont élancés. Full power. Full power. Temperatures and pressures okay. Port surging slightly. Quand il a senti une légère suralimentation, il a ramené doucement les manettes avant de remettre les gaz à fond. Full power again. Les 2 moteurs faisaient le même bruit pendant que l'avion roulait sur la piste. Tout semblait normal. The pilots know what they're doing, boys. Je me suis dit qu'il y avait des passagers plus effrayés que moi dans l'avion. 105. V1. La vitesse de décision, ou V1, est la vitesse maximale à laquelle le pilote peut décider d'interrompre le décollage. Il s'agit du point de non-retour. Raymond attendait que le commandant Tain annonce 119 nœuds, qui était leur V2. À 119 nœuds, l'avion peut prendre son envol. Pressures okay. Mais quelque chose ne va pas. Tout à coup, ils perdent de la vitesse. Christ, we're not going to make it! On n'entendait pas un cri, pas un hurlement, absolument rien de tout ça. De l'obscurité et de la lumière,
Des étincelles, du vacarme, des secousses. Ça ne se décrit pas. Ensuite, ça a été la noirceur totale. J'ai cru que j'étais mort. L'Elizabethan s'écrase contre une clôture avant de percuter un arbre, une maison et un hangar à essence à 300 mètres de l'extrémité de la piste. J'ai fini par reprendre mes esprits et je me suis mis à ramper vers le haut. Je suis sorti par un trou dans ce qui restait de l'avion. J'ai vraiment cru que j'étais le seul survivant. Tout à coup, j'ai entendu un cri. Out! Everyone out! Now! It's going to explode! Out! Everyone! Il a crié « Courez, bande d'idiots, ça va exploser !» Now the plane could explode! Come on! Go, 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 go! Run, you stupid bastard! It's going to... Et j'ai entendu les pleurs d'un bébé. Je leur ai crié de revenir. Come back, you bastards! There's people alive in there! Je suis retourné à l'intérieur et j'ai trouvé le bébé. Je me suis rendu de l'autre côté de l'avion et j'ai trouvé le patron, Matt Busby. Busby est vivant, mais il est en état de choc. Il avait une petite coupure derrière l'oreille droite, je me souviens. Mais ensuite, j'ai vu que son pied était complètement tordu. Je lui ai mis des trucs derrière le dos pour qu'il soit bien appuyé. Il n'avait pas l'air si mal en point. Harry Gregg sort les passagers de la carlingue les uns après les autres, vivants et morts. J'ai fait ce que j'avais à faire. Quelques minutes à peine après l'écrasement, les secours arrivent de l'aéroport et des fermes avoisinantes. The co-pilot is trapped up there! Can you help him? Deux secouristes allemands grimpent sur l'aile pour dégager Kenneth Raymond de l'épave. Il est grièvement blessé. Il y a 21 victimes. 7 d'entre elles sont des joueurs de la Manchester United. L'entraîneur en chef, le secrétaire et le soigneur ont également péri. 7 autres membres de l'équipe ont subi de graves blessures. Le directeur gérant Matt Busby est dans un état critique. La Manchester United, l'une des plus prestigieuses équipes de soccer de la planète, est décimée. Cette merveilleuse aventure a malheureusement tourné au cauchemar. C'était un désastre aérien très médiatisé. La fin de la Seconde Guerre mondiale ne datait pas de si longtemps et on avait 2 pilotes qui étaient au service de la Royal Air Force pendant la guerre. Comme on le sait, Munich était le berceau du parti nazi. C'était évident que les gouvernements britanniques et allemands allaient se montrer méfiants l'un envers l'autre. Le 6 février à 22 h, 6 heures après l'écrasement, le responsable de l'enquête arrive sur les lieux. Hans Reichel était l'enquêteur en chef sur les accidents de l'Allemagne de l'Ouest. Il avait de l'expérience, il était âgé de 57 ans. Il avait été pilote pour la compagnie nationale Lufthansa. C'était un pilote compétent. Il n'avait jamais enquêté sur un accident international d'une telle envergure. Steve Moss est un expert en écrasement d'avions. Il revoit l'épreuve en y jetant un regard du 21e siècle. Il est arrivé à Munich sous-équipé, de toute évidence. À un tel point qu'il a dû emprunter de l'équipement aux journalistes pour commencer son travail. Il a tout de suite envisagé l'hypothèse d'une accumulation de glace sur les ailes. Il a vérifié et c'est ce qu'il a constaté.
The wrecked aircraft was covered by a layer of snow about 8 centimeters thick. This could be brushed aside with the hand without difficulty. Under this, there was a layer of ice, frozen firmly onto the surface of the wing. Here. Hans Reichel remarque que les seules surfaces exemptes de glace se trouvent près des moteurs. Il présume que l'aile en entier était recouverte de glace avant l'écrasement. Au cours de la tentative de décollage, les hélices auraient projeté la glace vers l'arrière. Au lendemain de la tragédie, les enquêteurs examinent les lieux de plus près, notamment les marques de pneus qui s'étendaient sur 50 mètres jusqu'à l'extrémité de la piste. Les marques au sol montraient que l'avion n'avait jamais pris son envol. Cette information a certainement alimenté les soupçons de Reichel sur le rôle de la glace sur les ailes. Manchester, from the moment the news came through, was a city in mourning. While millions wait anxiously for news of the seriously injured men, the hospital staff work day and night to save them. Matt Busby was their worst problem. For 2 days, he lay between life and death, with one of his lungs completely deflated. Then came the welcome news. Matt was off the danger list. 6 des 7 joueurs blessés s'en sortent. Mais l'équipe perd l'une de ses plus grandes vedettes. Duncan est mort. Duncan est mort 10 jours plus tard. Encore aujourd'hui, Duncan Edwards est considéré comme l'un des plus grands joueurs de soccer de l'histoire du Royaume-Uni. Le copilote Kenneth Raymond meurt des suites d'une lésion cérébrale. James Stein se retrouve seul pour affronter la tempête. Well, you see, on the first takeoff, we weren't completely satisfied with the engines. La moindre bribe d'information faisait la manchette. C'était incessant. Ça a dû être très difficile pour lui. 2 jours après l'écrasement, l'enquêteur Reichel interroge le commandant. After the accident, we established that the starboard wing had a layer of rough ice on it. The region of the propeller slipstream was free from ice. When I walked out of the aircraft on the first attempt, I could see the snow thawing on the wings and count the ribs of the aircraft. What did you say was the cause of the accident? My personal feeling is that there must have been a large quantity of snow built up at the end of the runway. Why were you sitting in the right-hand seat? Les gens se sont livrés à des spéculations avant même le début de l'enquête. 2 mois après l'écrasement, en avril 1958, une enquête officielle s'ouvre en Allemagne. Shall I begin? D'entrée de jeu, l'enquête allemande a pris la tournure d'un procès, avec un accusé qui devait prouver son innocence. James Stein a tout de suite compris ce qui se passait. Il était dans le pétrin. Hans Reichel ne se préoccupe que de l'accumulation de neige sur les ailes et de la décision de ne pas dégivrer du commandant Taine. Reichel n'avait qu'une seule idée en tête, la glace et encore la glace. La température avoisinait 0 degré l'après-midi de l'écrasement. Ce n'est pas suffisamment froid pour que la neige se change en glace. Taine a vu de l'eau s'écouler du bord d'attaque. Il savait que la neige fondait et qu'il n'avait pas besoin de dégivrer l'appareil. Mais les experts allemands notent que l'avion Elizabethan venait tout juste d'atterrir d'une altitude de 7600 mètres, où la température avait chuté à moins 25 degrés Celsius. Ils en concluent que la neige qui tombait sur les ailes gelées s'est immédiatement changée en glace. Taine réfute cette hypothèse. Il affirme qu'il a dégivré les ailes pendant la descente en direction de Munich. Ainsi, les ailes étaient plus chaudes que l'air et non plus froides. James Stein semble avoir réponse à tout, mais il ignore encore qu'Hans Reichel s'apprête à déposer un élément de preuve controversé qui bouleversera le cours de l'enquête.
L'enquête du gouvernement allemand sur la tragédie de Munich prend un tournant décisif avec la présentation d'une simple photo instantanée. C'était une preuve tangible potentielle. Parce qu'à première vue, en regardant la photo, on voyait une zone blanche sur les ailes. Tout portait à croire qu'il s'agissait de neige ou de glace. Tous les autres avions ayant quitté Munich ce jour-là ont été dégivrés, hormis l'Elisabethen. Aux yeux de l'enquêteur Hans Reichel, la négligence de l'équipage à cet égard est la cause principale de l'écrasement. Apart from this icing, I could find nothing which might have been a cause for the accident or to have contributed to it. Quant à la maison à l'extrémité de la piste, c'était une question importante parce que l'avion l'avait percuté. L'impact et l'explosion subséquente ont alourdi le bilan de la tragédie. Mais les autorités allemandes apprennent que la maison était située à une distance acceptable de l'aéroport, conformément au règlement. Les enquêteurs s'interrogent sur le rôle éventuel de la suralimentation des moteurs dans l'écrasement. Mais cette hypothèse est rapidement écartée. Le problème de suralimentation n'avait rien à voir avec l'accident. L'un des moteurs comportait un enregistreur de vol rudimentaire qui a montré que la puissance des moteurs était largement suffisante pour que l'avion prenne son envol. En mars 1959, un an après la tragédie de Munich, le gouvernement allemand dépose son rapport officiel. L'entière responsabilité de l'accident est attribuée au commandant James Stein. La glace. La glace sur les ailes qui, selon eux, était là avant l'accident. C'est simple. L'enquête allemande laisse également entendre qu'en acceptant de changer de siège, le commandant Taine aurait semé la confusion sur le rôle de chacun des pilotes. Ils ont conclu que le commandant Taine était le seul responsable de la mort de 23 personnes. C'est un terrible fardeau à porter. Les journalistes aiment pouvoir désigner un coupable. Et dans ce cas-ci, ils l'ont dépeint comme le méchant, en quelque sorte. Il a été traité durement. Il a servi de bouc émissaire. Un an s'est écoulé depuis la catastrophe aérienne et la réputation de James Stein est ruinée. L'ancien officier de la Royal Air Force et pilote professionnel accompli est désormais fermier. La tragédie de Munich le hante sans répit. Je me souviens d'avoir entendu ma mère et mon père en parler pendant de longues heures, parce qu'il était profondément convaincu qu'un facteur externe avait perturbé la course au décollage. Taine est persuadé que ce n'est pas la glace sur les ailes qui a provoqué l'accident. Il décide de mener sa propre enquête. Mon père était un homme courageux, d'une grande intégrité. Il était bien décidé à trouver la véritable cause de l'accident. Mais en 1959, il n'a que très peu d'outils et de données à sa disposition. Si ça se produisait aujourd'hui, un avion de cette taille aurait des enregistreurs de données de vol et de conversation dans le poste de pilotage. Si on détenait ces informations au sujet de l'accident de 1958 à Munich, la cause de l'écrasement n'aurait fait absolument aucun doute. L'avion a atteint une vitesse de 117 nœuds avant de ralentir brusquement. La glace sur les ailes ne peut expliquer cette soudaine perte de vitesse. Mais James Stein estime avoir trouvé le coupable, la véritable cause de l'accident. La neige fondante qui recouvre la piste. C'est comme si vous rouliez sur une chaussée sèche en hiver et que tout à coup, vous tombez sur de la neige fondante. L'expert en aéronautique canadien Terry Townsend se spécialise en contamination de pistes.
La neige fondante augmente immédiatement la résistance sur le véhicule. C'est ce qui est arrivé à cet avion. Selon James Tain, la neige fondante n'a pas causé de problème aux autres avions ce jour-là parce qu'ils ont décollé sur les 2 premiers tiers de la piste. Comme l'Elizabethan a accéléré plus graduellement pour compenser la suralimentation des moteurs, il s'est avancé plus loin sur la piste, où il y avait une couche de neige fondante. La présence de neige fondante exigeait davantage de puissance. Tain apprend que 9 ans auparavant, un avion de la Trans-Canada Airlines avait raté son décollage sur une piste couverte de neige fondante à Vancouver. Les recherches montrent que seulement 5 cm de neige fondante suffisent pour empêcher un avion d'atteindre sa vitesse de décollage. L'hypothèse de la neige fondante a été écartée par les enquêteurs allemands qui persistaient à désigner la glace sur les ailes comme seule cause de l'accident. Mais au fil de son enquête, le commandant Tain découvre une grave omission. La campagne que mène le commandant Tain pour rétablir sa réputation exige de prodigieux efforts et un peu de chance. We quite fortuitously came across a witness who had made an inspection of the wreckage immediately after the accident. Karl-Heinz Seffer est arrivé sur les lieux parmi les premiers. Il a grimpé sur l'aile pour dégager le copilote Kenneth Raymond de l'épave. Les enquêteurs l'ont interrogé. Ich kletterte über den rechten Flügel hinunter. Mir fiel kein Eis am Rumpf oder am Flügel auf. Ich trug Gummistiefel. Da war kein Eis, sonst wäre ich ausgerutscht. But when this report was read out to the first German Commission, only part of it was read out. That part which included the evidence that he couldn't find any ice was left out. C'était un coup monté orchestré pour que Tain soit le bouc émissaire. Il voulait que ce soit la glace sur les ailes et non la contamination de la piste. Et ce, malgré les récits des témoins de la tour de contrôle qui corroboraient la thèse de la neige fondante. Beeline 609, your clearance expires at 3-1. Time now is 3-0. Les témoins les plus importants ont vu l'avion s'élancer normalement. À peu près au milieu de la piste, ils ont vu le nez se relever, ce qui est tout à fait normal. Mais étrangement, le nez de l'appareil s'est abaissé, ce qui ne doit pas se produire, bien sûr. Or, les récits de ces témoins oculaires sont passés sous silence lors de l'enquête. C'est tout de même révélateur qu'on ait cité comme témoins les contrôleurs aériens stagiaires, tandis qu'aucun contrôleur expérimenté n'a témoigné. Le directeur de l'aéroport de Munich est le seul à avoir témoigné au sujet de la neige fondante. Il prétend qu'elle avait moins d'1 centimètre d'épaisseur lorsqu'il a inspecté la piste. La neige fondante est difficile à mesurer parce que son épaisseur varie considérablement le long de la piste. On peut en avoir 1 centimètre quelque part et 10 centimètres un peu plus loin. Il faut s'assurer de prendre plusieurs mesures pour obtenir une moyenne représentative. Les conclusions de l'enquêteur Reichel sur la glace recouvrant les ailes sont également remises en question. Selon lui, elle était présente avant le décollage, parce que seules les zones derrière le souffle des hélices étaient dégagées. L'origine de la réfutation de cette hypothèse est inattendue. Il s'agit de la femme du commandant Tain. C'était une femme admirable. Elle a été l'une des premières femmes diplômées avec mention très honorable en chimie, physique et mathématiques de Bristol. Chimiste qualifiée, Ruby Tain s'intéresse à l'importante quantité de produits chimiques extincteurs projetés sur l'épave en flammes. Elle y a longuement réfléchi et elle a obtenu un échantillon de la poudre des extincteurs. C'était du bicarbonate de sodium, qui est en fait de la banale poudre à pâte. Elle en a versé sur le métal de la voiture pour simuler une aile d'avion. Elle a découvert que, mélangée à de la neige et de l'eau, cette poudre gelait à une température plus basse que celle enregistrée à Munich ce soir-là.
Les pompiers ont dirigé leurs tuyaux principalement sur les moteurs. L'expérience de Ruby pourrait donc expliquer pourquoi la glace ne s'est pas accumulée près des moteurs, mais qu'elle s'est accumulée sur le reste des ailes au cours des heures suivant l'écrasement. Avec les récits des témoins oculaires et des preuves scientifiques convaincantes, une nouvelle version des faits se dessine. S'il y avait de la glace sur les ailes, le commandant était responsable de l'accident. S'il y avait de la neige fondante sur la piste, c'était la responsabilité de l'aéroport. James Stein présente les nouveaux éléments de preuve aux autorités allemandes. Elles refusent de rouvrir l'enquête. It's nonsense. En 1961, la BEA congédie officiellement James Stein, essentiellement pour avoir violé le règlement de la compagnie concernant l'échange de sièges des pilotes. Ils l'ont renvoyé. Ça l'a anéanti. Il avait effectivement enfreint un petit règlement, mais il n'était pas le seul à le faire. La BEA ne voulait plus de lui dans ses postes de pilotage. Bonjour, ici James Stein, votre commandant. Je suis responsable de la mort de 23 personnes à Munich en 1958. Ce n'était pas possible. Il a été condamné par commodité. Peu importe de qui il s'agissait, il leur fallait trouver un coupable. La perte de son emploi renforce la volonté de Stein de se disculper. Il rédige de multiples lettres au gouvernement britannique et allemand en les pressant de relancer l'enquête. En 1965, ses efforts portent fruit. Les autorités allemandes acceptent de réviser l'enquête sur la tragédie de Munich. Au début, la deuxième enquête allemande leur a donné une lueur d'espoir. Et cet espoir est alimenté par de nouvelles études. La Royal Aircraft Establishment britannique a étudié les réactions d'un avion Elizabethan sur la neige fondante. Ils ont versé de la neige en variant son épaisseur sur la piste avant de simuler le décollage d'un avion Ambassador. Les résultats étaient alarmants. À chacun des essais, l'avion décélère de 117 nœuds à 105 nœuds, bien en dessous de la vitesse de décollage. Il s'agit précisément de la perte de vitesse rapportée par Stein. We're hoping that when the Germans have considered, if they consider all the relevant evidence, we shall get them to reach the conclusion that the aircraft accident was due to slush on the runway and not ice on the wings. Au cours des 2 jours d'audience, Hans Reichel ne se laisse toutefois pas ébranler par les nouvelles preuves. Au lieu de réhabiliter Stein, il le condamne davantage en affirmant qu'en changeant de siège, le commandant a empiré la situation. The differing assessment of the situation by the two pilots probably increased the severity of the accident. Christ, we're not going to make it! Comme enquêteur, je ne vois aucune raison technique permettant de dire que l'échange de sièges a joué un rôle dans l'accident. Les conclusions accablantes de la commission de révision allemande portent un coup terrible à Stein. Le gouvernement britannique et la compagnie aérienne savaient que c'était un coup monté et ils n'ont rien fait. Mais dans un revirement de situation inespéré, Stein aura enfin une autre chance. Grâce au politicien le plus puissant de Grande-Bretagne. $100,000 expectant fans packed the stands to see great football. The Busby Babes were raring to go. En 1967, Harold Wilson est premier ministre du Royaume-Uni. Après un match de la Manchester United, il fait une déclaration qui déclenche une tempête médiatique. Il affirme que James Stein est victime d'une injustice. La bataille continuait. Harold Wilson savait que Stein était innocent et il a fait bouger les choses. La question a été débattue à la Chambre des communes et l'enquête la plus minutieuse jusque-là a été ouverte.
En 1968, les enquêteurs britanniques tentent de déterminer laquelle de la neige fondante ou de la glace sur l'aile est responsable de la tragédie de Munich. Leurs conclusions remettent en question l'exactitude des deux rapports d'enquête allemands. Une analyse photographique montre que le blanc sur les ailes n'est pas de la neige, mais le simple reflet de la lumière sur la surface mouillée. Une nouvelle photo a été prise à partir du négatif original. Et les marques sur l'avion étaient apparentes. Il ne pouvait pas y avoir de glace. Sans compter que 3 experts distincts déterminent que les 5 mm de glace sur les ailes mesurés par Hans Reichel n'auraient pas suffi pour empêcher le décollage. Je ne vois pas comment une couche de glace de 5 mm d'épaisseur pourrait avoir provoqué la décélération de l'avion. L'enquête britannique prend alors une tournure spectaculaire avec l'apparition d'un témoin clé, le pilote Reinhard Meyer, l'un des premiers à être arrivé sur les lieux. Ich ging hin und untersuchte den Flügel des Flugzeugwracks und bemerkte nichts in der Art von Frost oder angefrorenen Ablagerungen, nur schmelzenden Schnee. Ils ont appris qu'il avait expliqué personnellement à Reichel ce qu'il avait vu. J'ai vérifié s'il y avait de la glace quelques minutes après l'écrasement, mais il n'y avait que de la neige fondante. Tout le monde était abasourdi. Reichel ne donne pas d'explication pour ce mensonge flagrant. Il n'était pas capable de se rétracter et de dire qu'il s'était trompé. La neige fondante sur la piste devenait l'erreur des autorités allemandes et ils en refusaient la responsabilité. En mars 1969, 11 ans après l'écrasement, le gouvernement disculpe James Stein. Well, of course, my family are very pleased indeed. La vérité était enfin sortie. Il était vraiment très heureux d'être blanchi dans son pays. Mais la BEA ne le réembauchera pas. Le commandant Tain n'a plus jamais piloté. En Allemagne, Hans Reichel et les autorités aéroportuaires ne l'ont jamais disculpé. D'après moi, ce stress, cette pression et cette angoisse l'ont fait mourir jeune. Il avait 54 ans. La tragédie a fait 23 victimes et le commandant Tain en est la 24e. 10 ans après la tragédie qui a fauché la vie de 8 de ses joueurs, la Manchester United devient la première équipe anglaise à remporter la Coupe d'Europe. Une coupe qu'ils auraient pu gagner en 1958 si une catastrophe aérienne n'avait pas dévasté la plus grande équipe de soccer que la Grande-Bretagne avait connue. Harry Craig a joué pour la Manchester jusqu'en 1967. Âgé de plus de 70 ans, il préfère ne garder que les bons souvenirs. Je ne pense pas à l'accident. Je pense à ce groupe de merveilleux jeunes garçons fougueux, de bons journalistes, de grands entraîneurs. C'était fantastique. Grâce au commandant Tain, l'aviation moderne est consciente des effets dévastateurs de la neige fondante. Le problème est connu aujourd'hui. Et selon moi, c'est une conséquence directe de l'accident de Munich. Les autorités aéroportuaires abordent le problème d'une façon complètement différente. En menant sa lutte acharnée, il a probablement sauvé un nombre incalculable de vies, davantage que celles perdues à Munich. Et pour ça, il mérite toute notre admiration. Ma mère m'a toujours dit que c'était un homme d'une intégrité sans faille. Il m'a écrit cette dédicace dans un livre. La différence entre ce qui est impossible et possible est une simple question de détermination.